se décide véritablement l'avenir de l'école. Oui. Et c'est des plateaux que nous utilisons pour porter la parole de la communauté et aussi demander à être présent dans toutes les instances où se décide la situation de l'école pour pouvoir véritablement informer l'opinion publique de ce qui se passe. Et comme nous le disons souvent, nous sommes en équidistance entre le gouvernement et les syndicats. Là où on trouve que ça ne marche pas, tant des deux côtés, nous le disons et demandons aussi à la communauté de pouvoir y veiller. Voilà. Alors, Serigne Saliou, je le disais tantôt, les syndicats d'enseignants réclament l'appurement des accords de 2018. On a quand même l'impression que l'État a du mal à respecter ses engagements, ses accords, parce que dans presque tous les secteurs, que ce soit la santé, tout le monde demande le respect des accords. Alors que c'est au bout de discussions entre les différentes parties que les accords sont mis sur pied et que le gouvernement s'engage. Cela montre tout simplement que le gouvernement a failli à sa parole. Parce que lors des assises de 2014, c'est Serigne Mbaye Thiam himself, qui était le ministre de l'Éducation nationale, qui a dit que les accords sont réalistes et réalisables. Ça signifie que tout ce que l'on avait signé, dans un échéancier bien précis, on allait pouvoir quand même respecter l'ensemble des engagements qui étaient pris depuis 2014. Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, que tout ce qu'il avait dit, que rien de cela. Et c'est ça qui a fait qu'en 2018, il y a eu encore un réchauffement même toujours de cette même plateforme. Nous sommes aujourd'hui presque en fin 2021. L'essentiel des points de revendication n'a pas encore été respecté. Aujourd'hui, pour ajouter à ce que M. Diaoune disait tout à l'heure, le système même de rémunération, c'est à revoir. Et ça, c'est un point crucial même que les enseignants sont en train de revendiquer. Il y a une dérégulation aussi du système indemnitaire. Est-ce que ce n'est pas le nœud gordien même des revendications et il ne voudrait pas mettre l'accent sur ça et parler de l'enquête administrative? Mais c'est normal. D'ailleurs, c'est normal, Evelyne, parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que en tout cas l'effectif de la fonction publique, les 3/4 sont constitués en tout cas d'enseignants, et que ces enseignants ne bouffent même pas la moitié de la masse salariale. Ça, c'est une iniquité salariale et ça ne s'explique pas. Il fut un temps, je crois, il y a un ministre qui avait dit que c'est parce que les enseignants sont trop nombreux. Alors qu'aujourd'hui, l'ensemble des fonctionnaires du Sénégal, ça ne fait même pas encore 200 000. Comment peut-on dire tout simplement sur la base? Et ça, ce n'est même pas rationnel, parce qu'on ne peut pas juger les gens sur la base au moins du nombre. Mais je crois qu'il faut mettre sur la table les certifications au moins académiques pour pouvoir juger dans la rémunération de tout un chacun. Mais il ne faut pas quand même donner un problème. Non. Et ce qui fait mal, c'est que chaque jour, on voit qu'il y a des corps quand même qui bénéficient d'indemnités et qui ne sont même pas demandeurs. Alors que les enseignants courent derrière depuis des années, derrière le respect tout simplement de ce système de rémunération. Mais est-il également juste de dire que les fonctionnaires qui sont dans les autres corps ont Bac+4 ou Bac+5 ont tel salaire, tel montant de salaire, que les enseignants également qui ont fait plus d'années devraient avoir plus ou devraient avoir les mêmes avantages? Evelyne, ce qui est inexplicable. Chaque corps a ses avantages quand même. Mais Evelyne, ce qui est inexplicable, ça il faut que les gens nous l'expliquent. Oui. Un enseignant qui a Bac+4, KS, Bac+4 j'ai dit, alors qu'aujourd'hui quelqu'un dans un autre corps qui simplement il a le BFM ou bien il a le bac, c'est-à-dire son indemnité de logement est beaucoup plus, c'est-à-dire est supérieure à celle, bien sûr, du Bac+4. Qu'on nous explique cela. C'est-à-dire, au moins, je crois qu'il y a des critères sur lesquels, quand même, on fait la répartition de l'ensemble des indemnités de logement. Mais qu'on ne nous brandisse pas, tout simplement, le critère du nombre. C'est ça qui est inexplicable. Je crois que dans la fonction publique, je dis qu'il faudra mettre... Parce que le nombre entraîne un coût également. Oui, mais ce n'est pas un problème de nombre. Le nombre entraîne un coût quand on va vers les calculs. Si on doit juger les enseignants sur le nombre, en ce moment-là, je crois que ce ne serait pas du tout quand même rationnel. Moi, je crois que dès l'instant qu'il y a un système de rémunération, il faut poser des critères académiques sur la table, ne serait-ce que pour cela. Et là, il y a au moins une équité au niveau de la distribution, en tout cas des salaires. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que les enseignants sont nombreux. D'ailleurs, je dis que sur 17 millions d'habitants, nous n'avons même pas 200 000 fonctionnaires. Mais est-ce que ce n'est pas la raison qui fait que, après cette étude qui a été commanditée sur le système de rémunération, depuis 2015, oui, que cette étude n'ait pas encore été mise en œuvre parce que tout simplement, peut-être qu'il se pose des problèmes financiers. Pourquoi commanditer une étude?
Parce que je crois que dès l'instant qu'on commande une étude, c'est pouvoir quand même au moins mettre en application cette étude-là. Mais c'est inadmissible que depuis 2015, l'État ne veuille même pas se prononcer sur l'étude qui a été effectuée par le cabinet. Voilà. Je voudrais avant de réagir sur la question sur ce point très crucial aujourd'hui qui reste un point d'accord non appliqué. Je voudrais quand même rectifier une chose. Vous avez dit que l'école privée se développe parce qu'il y a des turbulences au niveau du public. Ça, c'est seulement un facteur. Il y a d'autres facteurs. L'offre publique d'éducation est insuffisante. Vous allez à Guédiawaye, c'est 35% d'écoles publiques et 65% d'écoles privées. Les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas riches. Faute de place dans le public, ils mettent leurs enfants dans le privé. Vous allez à Kermassar, il y a 3 fois ou voire 4 fois plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas aussi riches. Tout à fait. Parce qu'ils veulent quand même que leurs enfants ne soient pas comme eux et au statut supérieur du plan social, qu'ils soient scolarisés, qui réussissent dans les études, ils se serrent la ceinture pour mettre leurs enfants dans le privé. Et c'est un peu partout comme ça aussi. Donc, c'est l'offre éducative qui est aussi insuffisante, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'école privée prend le pas sur l'école publique. C'est un des facteurs. Voilà. C'est un des facteurs. Mais on ne peut pas occulter les grèves. Les grèves, c'est vrai, les grèves. C'est pas ce que je vous dis là, c'est très important. Ouais. Et ensuite, l'offre publique, même si elle existe quelquefois, elle n'est pas adaptée. Vous allez dans le Sine Saloum, dans la zone de Louga, les gens veulent un autre type d'école. Pas l'école classique, mais par exemple le franco-arabe. Le développement de l'école franco-arabe, des classes franco-arabes. C'est ça qui les arrange. Parce qu'ils tiennent à ce que l'école soit bâtie sur le socle culturel aussi. Mais malheureusement, l'offre en matière de franco-arabe est largement insuffisante. Aujourd'hui, on parle même d'introduction des daras dans le système. Mais il y a, et pour tout, il n'y a que 100 daras jusqu'à présent, depuis qu'on en parle. Donc, vous voyez, l'offre éducative publique est largement insuffisante. Ça, c'est un facteur important qui fait que l'école privée se développe, parce que les gens veulent que les enfants soient scolarisés. Maintenant, pour en arriver à la question que notre ami cher a bien défendue, là, il a raison. Il y a une étude qui a été commanditée. Oui. Cette étude a été largement partagée. Elle a été enrichie par les organisations syndicales en 2015, octobre 2015, je crois. Alors, cette étude a démontré largement que depuis 2006, le système de rémunération dans la fonction publique a été complètement, comment dirais-je là, mise sans dessus. Déstructuré. Oui. Ça ne repose plus sur des normes. Oui. Et c'est ça qui a fait qu'il y a des catégories d'agents. Vraiment, on ne peut pas dire que c'est vraiment sur la base du mérite. Qui ont été bien servis. Qui ont été bien servis et d'autres mal servis. Je vous apprends que avant tout ça, avant 2000, on disait que il est là, je ne vais pas mentir devant lui, on disait que les enseignants, c'est les choyés de la fonction publique. Mais depuis cette réforme-là, à partir de 2006, on a tout changé. Et aujourd'hui, ce déséquilibre-là qui est reconnu par toutes les autorités, y compris le président de la République, il faut le corriger. Mais pour le corriger, ce n'est pas facile. Il faut du courage. Et des moyens. Il faut du courage, mais des moyens financiers également. Il faut surtout du courage. Et des moyens financiers. Parce qu'il y a déjà, s'il faut tirer vers le haut,